On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté? Et qu'elle avait aussi des anneaux? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants.
Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11°C. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22°C, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Depuis ce qui semble une éternité, les savants traquent l'existence d'une autre Terre, peut-être dans l'espoir de nous découvrir des voisins cosmiques, ou de disposer d'une planète de rechange en vue d'une éventuelle relocalisation, si nous échouions à préserver la nôtre. Et, grâce au télescope spatial James Webb, une sérieuse candidate pourrait enfin se profiler. Elle porte le nom de TRAPPIST-1e et se situe à 40 années-lumière. Elle gravite autour d'une petite étoile nommée TRAPPIST-1. Il s'agit d'un système fascinant, composé de 7 planètes de taille comparable à celle de la Terre, toutes désignées par des lettres allant de B à H. Même si 40 années-lumière demeurent hors de portée pour l'instant, cette distance reste modeste, du moins à l'échelle cosmique. Notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En comparaison, 40 représenterait une courte promenade dans notre allée. Ou du moins le deviendront-elles, si nos vaisseaux atteignent un jour des vitesses proches de celles de la lumière, comme au cinéma. Rappelez-vous qu'une année-lumière ne mesure pas le temps, mais la distance parcourue par la lumière en un an, soit près de 9500 milliards de kilomètres. Multipliez cette valeur par 40, et vous obtiendrez la position de TRAPPIST-1. Prévoyez un solide déjeuner. TRAPPIST-1 est une naine rouge, c'est-à-dire une étoile plus petite et moins lumineuse que notre Soleil.
à peine plus grande que Jupiter. Au sein de ce système, TRAPPIST-1e se situe dans la zone idéale de l'étoile, la fameuse zone habitable. Ni trop chaude ni trop froide, elle se trouve à une distance permettant, en présence d'une atmosphère adéquate, l'existence d'eau liquide en surface. Les conditions y seraient donc habitables, du moins pour des formes de vie comparables à celles de la Terre. Mais son intérêt ne tient pas seulement à sa position. TRAPPIST-1e est également une planète tellurique. Sa taille et sa masse, proches de celles de notre planète, suggèrent une densité, une structure et une gravité similaires, ce qui exclut les bonds spectaculaires propres à la Lune. Le télescope Webb a détecté des indices suggérant la présence d'une atmosphère. La planète pourrait être entourée de gaz comme l'azote, le dioxyde de carbone et le méthane, un mélange que nous connaissons bien. L'air terrestre repose sur ces mêmes éléments. L'atmosphère est déterminante. Mars a perdu la majeure partie de la sienne. Vénus en possède trop. Et la Terre a trouvé le juste équilibre. C'est ce qui permet un climat tempéré et des océans. Si TRAPPIST-1e présente une atmosphère comparable, cela pourrait impliquer des nuages, de la pluie, voire des mers, des conditions familières pour les terriens. Cependant, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Nous l'avons vu, TRAPPIST-1 est une naine rouge, donc une étoile peu lumineuse, des centaines de fois moins brillante que le Soleil. Depuis la surface de TRAPPIST-1e, l'étoile paraîtrait bien plus grande dans le ciel que notre Soleil ne l'est depuis la Terre. En revanche, sa lumière serait rouge et diffuse, donnant l'impression de vivre sous un coucher de soleil permanent. Cela pourrait presque sembler romantique, jusqu'à ce que la question du froid s'impose. Après tout, comment une étoile aussi faible pourrait-elle fournir assez de chaleur pour permettre la vie? Étonnamment, des vêtements conçus pour des hivers extrêmes ne seraient pas indispensables. Tout dépend de la distance. TRAPPIST-1e orbite très près de son étoile, à environ 3% de la distance entre la Terre et le Soleil. Placée à l'orbite terrestre, ce serait une planète gelée. Cette proximité implique aussi une année très courte, environ 146 heures. Autrement dit, TRAPPIST-1e boucle son orbite en 6 jours terrestres. Célébrer un anniversaire tous les 6 jours représenterait une quantité considérable de gâteaux. Mais alors, cela signifierait-il que chaque saison durerait environ 36 heures? Non, car la planète est très certainement en rotation synchrone avec son étoile. Un hémisphère est ainsi exposé à une lumière permanente, tandis que l'autre demeure plongé dans une nuit éternelle. Nous sommes donc loin d'une Terre 2.0. Sans atmosphère, un tel monde présenterait une surface brûlante d'un côté et glaciale de l'autre. En revanche, une atmosphère pourrait redistribuer la chaleur et atténuer ces contrastes. En théorie, la zone la plus clémente se situerait dans la région crépusculaire entre le jour et la nuit, appelée terminateur. Une fois encore, un lever ou un coucher de soleil permanent, de quoi séduire les aficionados d'Instagram. Les naines rouges sont les étoiles les plus répandues de notre galaxie, représentant environ 70% de celles que nous connaissons. Elles sont également d'une longévité exceptionnelle. Le Soleil devrait briller durant 10 milliards d'années, tandis que les naines rouges pourraient perdurer pendant des billions d'années, un laps de temps suffisant pour que la vie apparaisse. L'inconvénient réside toutefois dans leur caractère instable. Elles produisent de puissantes éruptions projetant d'intenses radiations. Pour des planètes orbitant si près, ces sursauts peuvent arracher l'atmosphère et stériliser la surface. C'est comme posséder une maison de rêve à la vue splendide, juste à côté d'une usine de dynamite. C'est précisément ce qui rend TRAPPIST-1e si fascinante. Si elle possède effectivement une atmosphère, cela signifie qu'elle a réussi, d'une manière ou d'une autre, à résister à des milliards d'années d'activité éruptive. Et elle pourrait ne pas être un cas isolé. D'autres exoplanètes similaires pourraient exister. Vous vous demandez peut-être comment les scientifiques peuvent savoir ce qu'il se passe sur une petite planète aussi éloignée. Ils analysent la lumière grâce à une méthode appelée spectroscopie de transit. Lorsque TRAPPIST-1e passe devant son étoile, la lumière traverse les contours de la planète et révèle des indices sur son atmosphère. En répétant ces observations, son portrait se précise. C'est l'une des grandes forces du télescope James Webb. Il ne se limite pas à produire de belles images. Il décompose la lumière en milliers de composantes, chacune livrant une information distincte. C'est d'autant plus remarquable lorsque l'on se souvient que TRAPPIST-1e n'est qu'une planète parmi 7 orbitant à si courte distance. Les scientifiques disposent ainsi d'un terrain d'études riche. Chaque transit fournit de nouvelles données, et après suffisamment d'observations, certaines hypothèses peuvent être éliminées. Une épaisse enveloppe d'hydrogène, écartée,
Une atmosphère saturée en dioxyde de carbone comme sur Vénus? Peu probable. Ce qui reste est une planète qui pourrait, peut-être, posséder une atmosphère plus proche de celle de la Terre. Autrement dit, aucune sonde ne se rendra vers TRAPPIST-1IM de sitôt. En revanche, grâce à des télescopes comme Webb, il est déjà possible d'analyser son atmosphère à très grande distance. Si vous suivez l'actualité spatiale, vous savez que TRAPPIST-1E n'est pas la première planète dite semblable à la Terre à faire la une. Depuis des années, les astronomes annoncent des candidates prometteuses, chacune assortie d'un inévitable « oui, mais ». Prenons Kepler 186f. En 2014, elle fut la première planète de taille terrestre détectée dans la zone habitable de son étoile, suscitant un vif enthousiasme. La NASA alla jusqu'à créer une affiche de voyage de style science-fiction. Un problème de taille, cependant, sa distance, d'environ 500 années-lumière. Même avec un vaisseau atteignant 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qui reste irréalisable, le trajet durerait encore 5000 ans. Vient ensuite Proxima Centauri b. Celle-ci est proche, à seulement 4,2 années-lumière, en orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil. Sur le papier, c'est une candidate idéale, mais son étoile se révèle encore plus instable que TRAPPIST-1. Proxima émet régulièrement de puissants sursauts de radiation, rendant l'environnement aussi instable qu'imprévisible. Puis vient K2-18b. Le télescope James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans son atmosphère, des gaz pouvant suggérer une activité biologique. En principe, c'est assez prometteur. Mais cette planète ressemble davantage à une mini-Neptune, probablement entourée d'épaisses couches de gaz. Et il est peu probable qu'elle possède une surface solide. En comparaison, TRAPPIST-1E apparaît comme la candidate la plus convaincante, assez proche pour être étudiée, suffisamment rocheuse pour tenir dessus, et située dans une zone où l'eau liquide pourrait exister si les conditions s'y prêtent. Bien sûr, davantage de données restent nécessaires. TRAPPIST-1E pourrait n'être qu'un monde stérile. Mais l'essentiel est ailleurs. Notre capacité d'observation progresse rapidement. Il y a quelques décennies, l'existence même d'autres systèmes planétaires était incertaine. Aujourd'hui, plus de 6000 exoplanètes ont été identifiées, et de nouvelles sont découvertes presque chaque semaine. Beaucoup pourraient être rocheuses, de taille comparable à la Terre, et situées dans leur zone habitable. Même si nous ne pouvons nous y rendre, elles pourraient révéler l'existence d'une vie extraterrestre. C'est là tout l'enjeu. À chaque nouvelle observation de Webb ou des futurs télescopes, nous nous rapprochons de la réponse à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls, ou l'univers est-il un grand village? Les planètes et les lunes de notre système solaire cachent des secrets qui pourraient bouleverser notre connaissance de notre belle boule bleue. Uranus stocke une quantité de chaleur à laquelle nous ne nous attendions pas. Mercure rétrécit et se fissure depuis des milliards d'années. La lune Io de Jupiter émet d'énormes panaches volcaniques. Ces mystères cosmiques nous laissent entrevoir des forces et des processus qui pourraient, un jour, se répandre à travers tout le système solaire et même affecter la vie ici sur notre propre planète. En 1986, Voyager 2 est passé près d'Uranus, et tout le monde s'en est trouvé perplexe. Les relevés ont montré que la planète ne dégageait aucune chaleur supplémentaire. Cela la rendait totalement différente des autres planètes géantes du système solaire. C'était étrange car Jupiter, Saturne et Neptune émettent toutes beaucoup plus de chaleur qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Avançons de quelques décennies, et 2 équipes de recherche indépendantes ont décidé de réétudier une montagne d'observations archivées. Ce qu'ils ont trouvé change toute la donne. Uranus dégage effectivement plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Environ 12,5% de plus, pour être exact. Les 2 études montrent que cette planète libère encore lentement la chaleur résiduelle de ses premiers jours. Ce détail est très important car il permet aux scientifiques de reconstituer les origines d'Uranus et de savoir comment elle a évolué au fil du temps. Quant aux étranges relevés de Voyager 2, ils ont également plus de sens aujourd'hui. Le survol a eu lieu lorsque le Soleil était exceptionnellement actif, ce qui a provoqué ce comportement étrange d'Uranus. Ces premiers chiffres ne reflétaient probablement pas son état normal. Malgré cela, Uranus demeure spécial. Jupiter émet 113% de chaleur en plus, Saturne en dégage 139% de plus, et Neptune les surpasse tous avec 162%. Et comme Neptune est plus éloigné du Soleil, cela nous dit que ce n'est pas en raison de la distance qu'Uranus est plus froide. Quelque chose d'unique se passe en profondeur, peut-être que la structure de la planète est différente, ou peut-être que son passé l'a façonné d'une autre manière. Un autre corps céleste étrange de notre système solaire est Io, la lune de Jupiter. Au fait, saviez-vous qu'Io a un frère nommé IAI,
Ainsi, à travers un télescope, en regardant Jupiter, vous pouvez parfois les voir. IAI-Io, tout près de la ferme d'Old MacDonald. Quoi, ce n'est pas drôle. Bref, en 1979, Voyager 1 est passé rapidement près d'Io et a vu quelque chose de stupéfiant. D'immenses panaches volcaniques étaient projetés directement dans l'espace. C'était la première fois que les humains assistaient à du volcanisme actif au-delà de la Terre. Io avait l'air furieuse. Et depuis lors, les scientifiques n'ont cessé de chercher à comprendre ce qui rend cette petite lune si sauvagement volcanique. Pendant des décennies, l'idée dominante était qu'Io cachait un océan de magma juste sous sa croûte. Cela expliquerait pourquoi les volcans sont répartis de manière assez uniforme sur toute la surface, comme s'ils se nourrissaient tous au même réservoir souterrain de roches en fusion. Même la sonde Galileo de la NASA semblait d'accord avec cette hypothèse dans les années 1990 et au début des années 2000. Son magnétomètre a enregistré un signal magnétique étrange qui semblait provenir d'une énorme couche électriquement conductrice, essentiellement de la roche liquide. En 2011, le consensus était qu'Io reposait sur un océan de magma épais de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais maintenant, cette théorie a été renversée. La sonde Juno de la NASA tourne autour de Jupiter depuis 2016 et, fin 2023 et début 2024, elle a effectué quelques survols extrêmement rapprochés d'Io. L'objectif principal était de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Juno est équipée d'un transpondeur radio ultra précis que les scientifiques ont utilisé comme un stéthoscope. Le champ de gravité de Io exerce une légère traction sur la sonde spatiale, modifiant le signal radio. En cartographiant ces infimes variations, l'équipe peut voir comment la masse est distribuée à l'intérieur de la Lune. Le verdict est qu'il n'y a pas d'océan de magma peu profond s'agitant sous la croûte. Sinon, Juno aurait détecté beaucoup plus de distorsions dans le champ gravitationnel de Io, alors que l'attraction marémotrice de Jupiter s'exerçait sur la Lune. Mais les données n'ont rien montré de tel. Cela laisse les scientifiques face à un grand mystère. S'il n'y a pas d'océan de magma, qu'est-ce qui alimente le corps le plus volcaniquement actif du système solaire? Le volcanisme d'Io est probablement alimenté par le réchauffement par effet de marée. Parce que l'orbite d'Io est légèrement étirée par les tiraillements gravitationnels des lunes voisines, Jupiter compresse et relâche constamment ce petit monde. La croûte peut monter et descendre jusqu'à 100 mètres, et toute cette flexion crée de la chaleur par friction à l'intérieur de la Lune. Le réchauffement par effet de marée produit bien du magma. Mais si celui-ci ne forme pas un océan géant, peut-être est-il stocké dans de plus petits réservoirs dispersés dans la croûte. Sur Terre, différentes chambres magmatiques alimentent différents types de volcans. Mais comme Io n'a pas de tectonique des plaques, elle ne dispose probablement pas d'une si vaste variété. Les nouveaux résultats n'excluent pas totalement un océan magmatique profond, enfoui en dessous de la croûte. Mais s'il est bien réel, il serait si dense et riche en fer qu'il ne remonterait pas facilement à la surface. À ce stade, il est difficile de dire si nous le considérerions comme un océan magmatique ou simplement comme un noyau en fusion. La Lune Europe de Jupiter subit également un réchauffement par effet de marée. Mais dans son cas, la chaleur soutient probablement un océan d'eau salée sous une coquille de glace. La Lune Encelade de Saturne est un autre cas intéressant. La sonde Cassini a non seulement trouvé des signes d'un océan caché, mais elle a même traversé des panaches d'eau jaillissant de son pôle sud. Alors, pourquoi le réchauffement par effet de marée crée-t-il des océans d'eau sur certaines lunes, mais pas d'océan de magma sur Io? Le fait est que le magma est plus léger que la roche solide, donc il a tendance à monter et à éclater rapidement au lieu de rester dans de grands bassins. L'eau, en revanche, est plus lourde que la glace. Elle s'enfonce donc et forme un océan stable sous la croûte. C'est pourquoi les océans de magma tiennent si difficilement en place, contrairement aux océans d'eau. Quoi qu'il en soit, même si le réchauffement par effet de marée n'est pas idéal pour créer des océans de magma, il est excellent pour créer des océans d'eau. Et puisque l'eau est l'ingrédient clé pour la vie, les lunes à travers le système solaire, Europe, Encelade, peut-être d'autres encore, pourraient cacher des environnements habitables sous leur croûte glacée. Io est peut-être un enfer volcanique, mais il aide les scientifiques à déterminer où nous pourrions réellement trouver de la vie dans notre système solaire. Maintenant, rapprochons-nous de la Terre et explorons Mercure. Croyez-le ou non, cette planète et nos pâtisseries préférées ont quelque chose en commun. Elles rétrécissent toutes les deux en refroidissant. Mercure s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années et depuis lors, elle perd lentement sa chaleur. À mesure que la planète refroidit,
Sa coque rocheuse se contracte. Tout comme un cheesecake ou un cookie qui se fissure en sortant du four, la croûte de Mercure se fracture. Ces fractures apparaissent sous forme de failles inverses. Des fissures géantes qui soulèvent des sections entières de la surface de la planète pour faire de la place à son intérieur en rétrécissement. En examinant la manière dont ces failles ont relevé le relief de Mercure, les scientifiques peuvent déterminer à quel point la planète a rétréci au fil du temps. Mais les estimations précédentes étaient dispersées. D'après celles-ci, son rayon aurait perdu entre 1 et 6,4 km de longueur. Une sacrée marge. Ainsi, trouver un chiffre plus précis a été un véritable casse-tête. Pour aborder le problème, les chercheurs ont essayé une nouvelle manière de mesurer le rétrécissement de Mercure. L'ancienne méthode utilisait la longueur et la hauteur des reliefs surélevés. Mais les résultats variaient en fonction du nombre de failles enregistrées sur l'ensemble des données. Tant de failles, telle réponse. Moins de failles, une réponse différente. Cette incohérence compliquait les choses. La nouvelle méthode contourne le problème. Au lieu de se baser sur chaque faille individuelle, elle se concentre sur la plus grande d'entre elles. Comme si on prenait la plus grande fissure dans un cookie, afin de trouver à quel point l'ensemble s'est refroidi et contracté. Pour vérifier cela, les chercheurs ont appliqué leur méthode à 3 ensembles de données distinctes. L'un comportait 5900 failles, un autre en avait 653, et le dernier n'en avait que 100. Et peu importe l'ensemble de données utilisées, les résultats sont restés cohérents. Mercure a probablement rétréci d'environ 3,2 à 5,5 km uniquement à cause de ces failles. Mais la planète n'a pas seulement rétréci à cause de cela. Les scientifiques ont ajouté le rétrécissement provenant d'autres processus de refroidissement à leurs résultats basés sur les failles, et ils ont découvert que la planète a rétréci de 5,6 km depuis sa formation. Ces nouveaux chiffres ne montrent pas seulement combien Mercure a rétréci. Ils donnent également des indices sur son histoire thermique. Ils nous indiquent à quelle vitesse elle s'est refroidie, comment son intérieur a évolué au fil du temps, et comment sa croûte a réagi à ce refroidissement. Et cette méthode ne s'applique pas seulement à Mercure. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait également être utilisée pour étudier la tectonique d'autres planètes, comme Mars, qui possède elle aussi des failles à sa surface. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait environ aussi grande qu'une balle de baseball. C'est impressionnant. Mais cela reste dérisoire face à la gigantesque 9e planète qui pourrait se cacher plus loin encore. Aujourd'hui, la longue quête de la planète 9 pourrait enfin arriver à son terme. Le problème ne venait pas de l'endroit observé, mais de la méthode employée. Les chercheurs pourraient ainsi avoir réalisé la plus grande découverte du système solaire depuis des décennies. L'hypothèse de l'existence d'une planète au-delà de Neptune circule depuis de nombreuses années. Vous avez sans doute appris à l'école que la 9e planète était Pluton. Pourtant, oubliez Pluton. Depuis 2006, elle a été reléguée à une catégorie moins prestigieuse. Il est ici question de la planète 9, une planète géante hypothétique qui pourrait être notre voisine cosmique. Nous ne l'avons jamais observée directement, mais les scientifiques sont convaincus qu'elle se cache quelque part aux confins du système solaire. Pour comprendre pourquoi les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion, nous avons besoin d'une feuille de papier. En voici une. On y pose une pièce, et soudain, celle-ci se met à bouger. À moins d'évoquer un pouvoir surnaturel, il est évident qu'elle ne se déplace pas seule. Vous en déduisez donc qu'une personne hors de vue manipule un aimant de l'autre côté. L'aimant vous est invisible, mais il explique le mouvement. Il en va de même pour la planète 9. Nous ne pouvons pas la voir, ni encore prouver son existence. Mais elle pourrait expliquer les trajectoires inhabituelles observées dans les régions lointaines de l'espace. Par exemple, les planètes de notre système solaire gravitent sur un plan relativement plat, incliné d'environ 6 degrés par rapport au Soleil. Mais pourquoi 6 degrés ? En réalité, nul ne le sait avec certitude. Certains chercheurs estiment que cette légère inclinaison pourrait résulter de l'attraction exercée par une 9e planète. Son existence permettrait aussi d'expliquer les trajectoires inhabituelles d'objets plus petits situés dans la lointaine ceinture de Kuiper, une région riche en débris glacés qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune. En 2016, des chercheurs de Caltech ont publié une étude consacrée à la planète 9. Ils avançaient qu'elle pourrait posséder une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre et suivre une orbite extrêmement allongée. Autrement dit, elle mettrait un temps considérable à accomplir une révolution autour du Soleil. Pour cette raison, elle se situerait dans les régions externes du système solaire, à une distance considérable. Elle graviterait ainsi 20 à 30 fois plus loin du Soleil que Neptune. Selon ces scientifiques, la planète 9 pourrait mettre jusqu'à 28 000 années terrestres pour effectuer une seule orbite complète.
en raison de son extrême éloignement, il est presque impossible de l'observer directement. Ainsi, malgré l'attrait de cette hypothèse, aucune preuve irréfutable de l'existence de la planète 9 n'a encore été obtenue, quoique les choses puissent évoluer. En mai 2025, une équipe de l'Université nationale Tsinghua aurait peut-être réalisé l'une des découvertes les plus marquantes du système solaire. L'idée avancée est que la planète 9 n'aurait pas été détectée jusqu'à présent, faute d'une méthode adaptée. Cette nouvelle étude pose alors une question essentielle. Et si cette planète apparaissait en réalité plus brillante en lumière infrarouge qu'en lumière visible? J'explique. Les scientifiques ont jusqu'ici cherché la planète 9 grâce à la lumière qu'elle réfléchit. Or, pour la détecter dans le visible, la lumière solaire doit atteindre cette planète lointaine, se réfléchir sur sa surface, puis revenir jusqu'à la Terre. Si une planète de taille comparable à Neptune se trouvait environ 10 fois plus loin que Neptune, elle apparaîtrait près de 10 000 fois plus faible. En revanche, son propre rayonnement thermique, c'est-à-dire sa chaleur, n'a qu'un trajet à parcourir. Ainsi, en infrarouge, la planète 9 ne serait qu'environ 100 fois moins lumineuse, ce qui rend les télescopes spatiaux infrarouges bien plus adaptés à sa recherche. C'est précisément le principe de cette nouvelle étude. L'équipe s'est plongée dans les archives afin d'examiner d'anciens relevés infrarouges du ciel. Ces données provenaient de deux sources majeures. La première était d'IRAS, un satellite lancé dans les années 80 qui a cartographié le ciel pendant près d'1 an. La seconde était le satellite japonais Akari, un autre observatoire infrarouge actif entre 2006 et 2011. Concrètement, les chercheurs ont comparé les objets recensés dans la base de données d'IRAS et identifié ceux qui s'étaient déplacés lorsqu'Akari a réalisé ses observations. Cette approche leur a permis de mettre au jour un résultat remarquable. Un objet qui pourrait bien correspondre à la 9e planète longtemps recherchée. Après tout, un objet qui se déplace peut être une planète en orbite autour du Soleil. Ils ont effectivement repéré plusieurs corps célestes présentant de légers mouvements, mais avant toute conclusion hâtive, il leur a fallu exclure l'effet de parallaxe, un phénomène essentiel à prendre en compte lorsqu'il s'agit de découvertes au sein du système solaire. Pour mieux comprendre, je vous propose un exercice simple. Placez un doigt devant votre visage. Fermez un œil, puis l'autre. Votre doigt semble se déplacer légèrement, n'est-ce pas? Cela vient du fait que vous l'observez sous un angle différent d'un œil à l'autre. Le même phénomène se produit lorsque nous observons l'espace depuis la Terre. Comme notre planète tourne autour du Soleil, notre point de vue sur les objets très éloignés se décale légèrement. Cet effet porte le nom de parallaxe. Autrement dit, à cause de ce phénomène, la planète 9 semblerait se déplacer dans le ciel au fil de la révolution de la Terre. À un moment donné, elle pourrait paraître immobile à une position précise, puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, sembler s'être déplacée. 6 mois après encore, elle paraîtrait revenir en arrière. Les scientifiques ont donc dû prendre en compte la parallaxe, ou plutôt en neutraliser les effets. Pour cela, l'équipe a analysé des images du ciel prises chaque année à la même date. À cette date précise, la Terre occupe toujours la même position sur son orbite. Ainsi, si la planète 9 existe réellement, elle apparaîtrait au même endroit sur ces images annuelles, sans faux déplacement dû à la parallaxe, uniquement à sa position véritable. Cette recherche méthodique a finalement conduit à un seul objet, un minuscule point visible dans les données infrarouges. Ce point inhabituel s'était déplacé légèrement le long de son orbite autour du Soleil au cours des 23 années séparant IRAS et Akari. Un instant, serait-ce enfin elle? Les astronomes auraient-ils confirmé l'existence d'une planète cachée? Peut-être. Mais il convient de rester prudent. Les données disponibles sur son mouvement restent insuffisantes pour reconstituer son orbite complète. Pour l'heure, il reste donc impossible d'affirmer avec certitude que cet objet est bien la planète 9. Il s'agit néanmoins d'un candidat prometteur. En se fondant sur la luminosité observée, l'équipe estime que l'objet pourrait être massif, ce qui a constitué une véritable surprise. En effet, des travaux antérieurs de la NASA avaient écarté la présence de planètes comparables à Jupiter ou à Saturne dans ces régions lointaines, tandis qu'un monde plus modeste aurait pu passer inaperçu. Les chercheurs s'attendaient donc à trouver un corps seulement un peu plus grand que la Terre, mais cette planète énigmatique pourrait en réalité excéder la masse de Neptune. Maintenant que la planète 9 a été identifiée, du moins en théorie, l'objectif est de prolonger son suivi et d'accumuler de nouvelles données. Toutefois, la tâche s'annonce complexe. Depuis la dernière observation réalisée par le satellite Akari,
L'objet n'est pas resté immobile, mais a continué à se déplacer lentement dans l'espace. Les scientifiques doivent donc recourir à des télescopes terrestres pour tenter de le retrouver. La difficulté réside dans le fait que sa position actuelle reste incertaine, ce qui les oblige à explorer une vaste portion du ciel. Et, jusqu'à présent, aucun objet correspondant n'a encore été détecté. Qu'il s'agisse ou non de la découverte de la planète 9, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, son existence demeure discutée. Toutefois, avec l'arrivée de nouvelles technologies performantes, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, les astronomes n'ont jamais été aussi résolus à faire la lumière sur cette énigme. Et si la planète 9 se cache effectivement dans les régions froides et obscures du système solaire, ses refuges potentiels se réduisent progressivement. Regardez cette immense région en forme de beignet située loin de la Terre, au-delà de l'orbite de Neptune. Nous parlons là d'une distance de plus de 4 milliards de kilomètres. C'est la ceinture de Kuiper. Eh bien, il s'y passe quelque chose d'étrange et de bizarre. Les planètes naines et les autres petits objets qu'on y trouve refusent de se regrouper. Au lieu de cela, ils suivent des orbites particulières, ce qui est inhabituel. La raison, une grande et mystérieuse planète pourrait être cachée au-delà de Pluton. C'est sa gravité qui perturberait les orbites de ces corps célestes dans la ceinture de Kuiper. Notre système solaire est constitué du Soleil et de tout ce qui gravite autour de lui en raison de sa forte gravité. Cela inclut les 8 planètes principales, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi des objets plus petits, comme les lunes, les astéroïdes et Pluton. Pendant longtemps, on a pensé que Pluton était la 9e planète. Mais lorsqu'elle a été reclassée en tant que planète naine, les scientifiques ont commencé à chercher une nouvelle 9e planète. Mais pourquoi voulaient-ils à tout prix qu'il y en ait un nombre impair? Et devinez quoi? Certains pensent vraiment qu'il pourrait y avoir une grande planète glacée cachée très très loin au-delà de Neptune. On a donné à cette planète mystérieuse le nom de planète 9. La planète 9 n'a pas encore été observée, mais les scientifiques pensent qu'elle pourrait exister car certains petits rochers spatiaux éloignés, appelés Hotne, se déplacent selon des trajectoires bizarres. Ces trajectoires semblent être regroupées et inclinées d'une manière qui exclut le hasard. Cela pourrait signifier qu'une planète encore invisible les attire avec sa gravité. Si la planète 9 est réelle, il se pourrait qu'elle soit 5 à 10 fois plus lourde que la Terre. Elle serait également extrêmement éloignée, des centaines de fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Au fil des ans, les scientifiques ont calculé différentes distances pour son orbite, et la dernière estimation, en 2025, indique qu'elle serait environ 290 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Il existe des idées intéressantes sur l'origine de cette planète 9. Elle aurait par exemple été expulsée du système solaire interne par l'une de nos géantes, Jupiter. On spécule également qu'elle pourrait provenir d'une autre étoile, ou qu'elle aurait erré seule dans l'espace avant de se voir capturée par la gravité du Soleil. Bien que les scientifiques l'aient cherché de manière très approfondie en utilisant de puissants télescopes, personne n'a encore jamais pu observer cette planète, et pour le moment, son existence n'est que théorique. Mais récemment, un groupe de chercheurs a tenté une approche astucieuse. Ils ont utilisé des données provenant de 2 relevés spatiaux appelés IRAS et Akari. Ces 2 sondes ont observé le ciel en lumière invisible, l'infrarouge lointain, à environ 23 ans d'intervalle. Une bonne idée, car la planète 9 est supposée se déplacer très lentement. L'équipe s'est concentrée sur l'une des listes provenant d'Akari, qui est très efficace pour repérer les objets peu lumineux en mouvement dans l'espace. Ils ont calculé la luminosité de la planète 9 et sa vitesse de déplacement en se basant sur sa taille, sa distance et sa température potentielle. Ensuite, ils ont cherché des signaux correspondants dans les relevés d'IRAS et d'Akari en différents endroits du ciel. Une vraie planète, en effet, aurait forcément bougé un peu en 23 ans. Et ils ont trouvé 13 correspondances possibles, et donc peut-être notre planète 9. Leurs estimations se basaient sur la distance apparente de l'objet. 500 à 700 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et sur sa masse potentielle, qui serait de 7 à 17 fois celle de notre boule bleue. Après avoir examiné très attentivement toutes les images, ils ont mis le doigt sur une très bonne candidate. Les 2 détections n'étaient pas au même endroit dans les 2 relevés, et la façon dont elles apparaissaient sur la carte Akari correspondait à ce qu'on pourrait attendre d'un objet se déplaçant lentement. Elle était apparue à une certaine date,
et se trouvait autre part 6 mois plus tôt. Mais bien sûr, il y avait un hic. Apparemment, ces anciennes données ne suffisaient pas pour déterminer le chemin exact de la planète potentielle. À présent, l'équipe souhaite effectuer de nouvelles observations de suivi en utilisant une caméra appelée DECAM, qui est vraiment douée pour repérer des objets peu lumineux en mouvement. De cette manière, ils pourront découvrir si cette candidate est réellement la planète 9. En outre, cela peut nous aider à en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre système solaire et sur sa formation. Si nous découvrons un jour cette 9e planète, notre compréhension du système solaire en sera complètement bouleversée. Nous comprendrons enfin pourquoi certaines roches spatiales éloignées dans la ceinture de Kuiper sont si étrangement inclinées. Le fait est que la plupart des planètes tournent autour du Soleil à l'intérieur d'un cercle plutôt plat, mais ces objets lointains sont inclinés d'environ 20 degrés. Et c'est peut-être à cause de la planète 9. Ensuite, nous pourrons probablement savoir pourquoi ces objets inclinés semblent orientés dans le même sens, leurs orbites regroupées en une seule direction. La gravité d'une grande planète pourrait les rassembler, un peu comme des moutons. Il y a aussi ces étranges et lointains objets inclinés qui ne devraient pas se trouver là, à moins que quelque chose de grand, comme la planète 9, n'exerce une attraction sur eux. Quelques roches spatiales orbitent autour du Soleil en sens inverse entre les grandes planètes, et c'est également très bizarre, à moins, à nouveau, que quelque chose de très grand influence leur trajectoire. Certains objets de la ceinture de Kuiper croisent régulièrement le chemin de Neptune, et ce, sans être éjectés. Est-ce parce que la planète 9 les maintient sur leurs orbites ? Un autre aspect fascinant de cette histoire, si la planète 9 existait, il s'agirait d'une super-Terre, un type de planète que nous voyons souvent autour d'autres étoiles, mais que nous n'avons pas encore vue dans notre voisinage. En trouver une ici donnerait donc, en un sens, plus de cohérence à notre système. À travers l'histoire, les gens se sont demandé s'il pourrait y avoir des planètes cachées au-delà de Neptune, même avant que Pluton ne soit découverte. En 1880, un homme nommé George Forbes a supposé qu'il pourrait y avoir 2 planètes inconnues dans ces régions. L'une à environ 100 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, et l'autre à environ 300 fois cette distance. Il pensait que ces planètes mystérieuses attiraient certaines comètes et modifiaient leurs orbites, un peu comme Jupiter le fait avec les objets qui l'approchent. En 2004, des scientifiques ont découvert un petit monde étrange nommé Sedna. Il suivait une trajectoire autour du Soleil qui ne semblait affectée par aucune des planètes connues. Son point le plus proche du Soleil, appelé Périhélie, est bien trop éloigné pour que Neptune en soit la cause. Cela a amené certains à se demander si Sedna était influencé dans sa trajectoire par une planète cachée, peut-être même par quelque chose d'aussi grand que la Terre, ou plus grand encore. D'autres se sont dit qu'une étoile était passée non loin il y a très longtemps, ou qu'une autre étoile se serait formée près de la nôtre. Puis, en 2014, un autre objet étrange a été découvert. Il avait une orbite très similaire à celle de Sedna, ce qui a rendu les gens encore plus méfiants quant à la possibilité qu'il y ait quelque chose de très grand là-bas qui perturbe les trajectoires. Cela a déclenché une nouvelle série de recherches sur la planète X, ou planète 9. Lors d'une réunion en 2012, un scientifique du nom de Rodney Gomez a suggéré qu'il pourrait y avoir une grande planète cachée à environ 1500 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il pensait que cela expliquerait les orbites étranges qu'on avait observées, comme celles de certaines comètes et de centaures, ces petits corps qui errent au milieu des planètes géantes. À cette époque, ceux qui croyaient en la théorie de la planète 9 pensaient que si elle existait, elle se déplaçait autour du Soleil selon un immense cercle allongé, une orbite elliptique, et qu'elle était située entre 400 et 800 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, soit environ 13 à 26 fois plus loin que Neptune. Si ces calculs étaient justes, il lui fallait entre 10 000 et 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. De plus, si elle orbitait effectivement autour du Soleil, elle ne suivait pas le même chemin plat que les autres planètes. Son trajet était incliné d'environ 15 à 25 degrés. Le point le plus éloigné de son orbite, appelé Aphélie, pointait en direction de la constellation du Taureau. Quant au point le plus proche, il pointait vers le Serpent, Ophiuchus ou la Balance. Quant à la composition de la planète 9, elle serait, selon les experts, très similaire à celle d'Uranus ou de Neptune. Elle posséderait une atmosphère épaisse composée d'hydrogène et d'hélium, et elle serait très froide, moins 226 degrés. Son noyau serait constitué de fer, et sa couche intermédiaire serait remplie de roches et de glace d'eau.
Mais si cette planète était plus petite et plus dense, il se pourrait qu'elle soit plus semblable à la Terre, avec une surface rocheuse au lieu de gazeuse. Selon un scientifique nommé Mike Brown, si la planète 9 est bien réelle, une sonde spatiale pourrait l'atteindre en environ 20 ans en utilisant une trajectoire en fronde assistée autour du Soleil. Actuellement, 4 petites planètes de type terrestre gravitent autour d'un des systèmes stellaires les plus proches de nous. On parle ici du deuxième plus proche. Ces petits mondes rocheux ont chacun une masse d'environ 20 à 30% de celle de la Terre. Donc pas tout à fait une Terre version 2.0, mais néanmoins assez solide. Est-ce que l'un d'eux deviendra notre nouvelle maison un jour? Eh bien, ils sont tous assez proches, donc les humains du futur pourraient en fait les visiter un jour, pas l'année prochaine ni rien, mais nous pourrions potentiellement y envoyer des missions. Ne vous attendez pas à des voisins extraterrestres, cependant. Ces planètes ne sont probablement pas habitables. Du moins, pas par quelque chose que nous reconnaîtrions. Jetons un coup d'œil à eux. Les planètes s'appellent Barnard B, C, D et E. Comme c'est créatif, n'est-ce pas? La plus proche a une masse de 26% de celle de la Terre. La deuxième est un peu plus grande, avec une masse de 30% de celle de la Terre. La troisième a 4% de masse en plus par rapport à la précédente. Et la plus éloignée est... Non, ce n'est pas la plus grande. En réalité, c'est juste un bébé, avec une masse de 19% de celle de la Terre. Toutes les planètes sont probablement rocheuses, comme les planètes internes de notre système solaire. Elles orbitent très près de leur étoile. C'est la raison pour laquelle elles ne prennent que quelques jours, moins d'une semaine, pour faire un tour complet. Alors, qu'en est-il de cette étoile autour de laquelle ces petits gars tournent? Elle s'appelle l'étoile de Barnard. Les astronomes ont toujours eu l'intuition qu'il pourrait y avoir au moins une planète en orbite autour d'elle. Tout d'abord, cette étoile est super proche, en termes cosmiques, bien sûr. Seul le trio d'Alpha Centauri est plus près de nous. L'étoile de Barnard se trouve à un peu moins de 6 années-lumière, ce qui est essentiellement à côté. En même temps, elle n'est pas comme notre Soleil. L'étoile de Barnard est une naine rouge, le type d'étoile le plus commun qui existe. Elle n'a qu'environ 1/6 de la masse du Soleil. Mais les naines rouges sont une mine d'or pour apprendre sur les planètes hors de notre système. Et étudier l'étoile de Barnard peut aider les scientifiques à comprendre à quoi ressemblent les planètes autour d'étoiles solitaires, comme notre Soleil ou cette naine rouge. Ou quel type d'environnement ces planètes pourraient avoir. Et surtout, nous pourrions enfin trouver la réponse à cette question super importante. L'un de ces endroits pourrait-il réellement abriter la vie? Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il pourrait y avoir une grande géante gazeuse semblable à Jupiter qui se trouvait près de l'étoile de Barnard. Tout cela parce que l'étoile a une petite oscillation. Il semble qu'elle se déplace vers et loin de la Terre avec le temps, donc quelque chose pourrait l'attirer. Il est intéressant de noter que ce n'était pas une planète géante qui exerçait cette attraction. Selon une étude de mars 2025, il s'agit en fait de 4 petites planètes rocheuses, chacune ayant environ 4 fois la masse de Mercure. Un jour, elles se sont alliées et ont commencé à exercer une traction ensemble sur l'étoile. Ces planètes sont incroyablement proches de leur étoile, si proches qu'elles peuvent en faire le tour en seulement quelques jours. Malheureusement, à cause de cela, elles pourraient être beaucoup trop chaudes pour héberger quelque chose comme la vie. De plus, puisque ces 4 semblent expliquer tous les mouvements de l'étoile, les chercheurs pensent qu'il n'y a probablement rien d'autre en orbite dans la zone habitable. Donc, il n'y a pas de Terre 2.0 en orbite autour de l'étoile de Barnard. Pourtant, c'est une découverte impressionnante, surtout sachant que cette étoile est fondamentalement notre voisine cosmique. De plus, le système ne restera peut-être pas hors de portée éternellement. Avec des moteurs à fusion nucléaire ou des voiles solaires, des systèmes de propulsion futuristes qui pourraient rendre le voyage bien plus rapide, nous pourrions probablement y aller un jour. Et alors, nous découvrirons enfin si ces mondes sont vraiment sans vie, et peut-être même les coloniserons-nous. Maintenant, voyons comment les scientifiques ont découvert les planètes cachées de l'étoile. Habituellement, les astronomes repèrent les exoplanètes lorsqu'ils les voient traverser devant leurs étoiles et bloquer ainsi une partie de la lumière. Mais l'étoile de Barnard est délicate car, de notre point de vue, c'est comme si nous regardions le système d'en haut, donc ces planètes ne bloquent pas la lumière de la manière habituelle. C'est pourquoi ils l'appellent le grand cachalot blanc de la chasse aux planètes. Pour contourner cela, les chercheurs ont utilisé un instrument ultra sensible appelé Maroon X.
attaché au télescope Gemini North sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Sur 112 nuits réparties sur 3 ans, le télescope a détecté de minuscules changements dans le mouvement de l'étoile. Ces déplacements ont permis aux scientifiques de déterminer combien de planètes doivent tirer sur l'étoile, ainsi que d'estimer leur taille. Au début, ils ont trouvé 3 planètes. Mais ensuite, ils ont utilisé un autre appareil, délicieusement appelé Espresso, et situé au Very Large Telescope au Chili. Et ce n'est qu'après une dose de cet espresso qu'ils ont découvert une 4e planète. En combinant les données des 2 instruments, ils ont pu dire, plus ou moins avec confiance, que leur découverte était solide, pas seulement des anomalies aléatoires dans les données. Bien que les naines rouges comme l'étoile de Barnard soient le type d'étoile le plus courant dans l'univers, la plupart sont beaucoup trop éloignées pour que nous puissions facilement observer des planètes autour d'elles. Ces nouvelles découvertes suggèrent que de petites planètes rocheuses pourraient être assez courantes autour de ces étoiles. Et c'est énorme pour les découvertes futures. Maintenant, découvrir de nouvelles exoplanètes, c'est vraiment génial. Mais ce pourrait être encore plus excitant de s'attarder sur leur naissance et leur évolution. Et une étude récente a fait la découverte la plus plaisante qui soit. Des exoplanètes nouvellement nées pourraient en fait ressembler à des Smarties, ce bonbon britannique populaire, plutôt qu'à des sphères. Nous avons toujours un peu supposé que les jeunes planètes naissaient en forme de boule. Mais elles pourraient être des sphéroïdes oblongs à la place. Une équipe de scientifiques de l'université du centre du Lancashire en Angleterre a utilisé des simulations informatiques pour construire un modèle de la formation des planètes dans les disques de gaz dense entourant de jeunes étoiles. Ensuite, ils ont comparé ces modèles avec des observations réelles et ont remarqué que les jeunes planètes prenaient des formes assez inhabituelles. Le problème est que même si près de 6000 exoplanètes ont été découvertes jusqu'à présent, les astronomes ne comprennent toujours pas clairement la succession des événements marquant leur naissance et leur évolution précoce. Mais cette nouvelle recherche pourrait enfin éclaircir ce processus. Ainsi, les astronomes ont examiné les mécanismes de formation des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et sont parvenus à la conclusion que les planètes se construisent à partir de leur centre. Par la suite, les chercheurs se sont concentrés sur les formes initiales de ces planètes. Ils étaient également intéressés par la façon dont ils pouvaient favoriser la croissance de ces graines planétaires. Comment pourraient-elles se transformer en de telles planètes massives, certaines d'entre elles étant plus grandes que les plus grands géants de notre système solaire? Selon la théorie standard de la formation des planètes, une telle croissance se produit de manière progressive et douce. Tout d'abord, les particules de poussière commencent à s'agglutiner, se transformant en objets de plus en plus grands. Ce processus dure très longtemps et est connu sous le nom d'accrétion de noyaux. C'est le modèle de formation planétaire que les scientifiques privilégient. Il existe une autre théorie selon laquelle la naissance des planètes pourrait se produire sur des périodes plus courtes. Cette idée implique un disque protoplanétaire, un disque de gaz qui constitue 99% de sa masse, et de poussière, environ 1%. Ce disque orbite autour d'une étoile nouvellement formée, et hypothétiquement, les planètes pourraient se former à partir de ce nuage. Les disques protoplanétaires sont probablement des sous-produits courants de la formation stellaire. Ils peuvent aller de 0,001 à 0,3 masses solaires. À l'intérieur de ces disques, la matière se déplace lentement vers l'intérieur et les particules de poussière grossissent jusqu'à atteindre la taille de galets. À un certain moment, après 2 à 3 millions d'années, un disque protoplanétaire géant en rotation se brise en morceaux, et c'est ainsi que naissent les bébés planètes. Cette théorie est connue sous le nom de modèle de instabilité de disque. Quant au modèle élaboré par l'équipe, il semble soutenir cette deuxième théorie, moins favorisée, la formation rapide des planètes par instabilité du disque. Tout cela parce que cette théorie explique comment de grandes planètes peuvent se former relativement rapidement à des distances assez importantes de leurs étoiles hôtes. Quant à l'étrange forme aplatie de ces planètes nouvellement formées, cela pourrait être dû aux matériaux qui tombent sur elles. Très probablement, ils se dirigent principalement vers les pôles des nouvelles planètes. L'une des principales conclusions de la recherche est que l'apparence des jeunes exoplanètes, telles que nous les voyons depuis la Terre, peut varier en fonction de leur angle. Si la Terre est dirigée de face vers une exoplanète, il semblera que cette dernière est une forme sphérique traditionnelle. Mais si elle est vue de côté, une jeune exoplanète ressemblera à une vraie Smartie. L'équipe va continuer à enquêter sur la formation des planètes avec l'aide d'un modèle informatique amélioré.
Il croit pouvoir découvrir le rôle que joue l'environnement autour d'une jeune planète dans l'affectation de sa forme et de sa formation.